Bonsoir à toutes et à tous d'Athènes, de l'Institut français de Grèce et de l'Institut français de Thessalonique. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour notre troisième rencontre du choix concours de la Grèce. Et nous avons la joie de recevoir Mohamed Mougassar, un grand écrivain, une valeur sûre de la littérature africaine d'expression française, moi aussi je dirais à la lignée des grands auteurs classiques Senghor et Césaire, lauréat du prix Goncourt 2021, auteur du roman La plus secrète mémoire des hommes, un des 4 romans en lice, parmi Le voyage dans l'Est de Christine Angot, Milwaukee Blues de Louis-Philippe d'Alembert et Enfant des salauds de Serge Chalandon. Mohamed Mougassar, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Merci de me recevoir. Je suis très, très heureux Nous d'être là aussi. ce soir avec vous et de faire partie de cette sélection. Merci beaucoup. Merci. Le plaisir est partagé et c'est à nous qu'on doit vraiment cet honneur d'être ce soir parmi nous. Nous remercions aussi tous les professeurs qui, depuis les débuts, soutiennent cet événement, je dirais cette aventure littéraire avec leurs jurys étudiants. Il y en a 8, permettez-moi de les citer tous. Je commence par l'Université du Pirée avec Nikou Christos et Vousios Haralabos, l'Université Démocrite de Thrace avec Stéphanos Gravanis, l'Université ouverte de Grèce avec Leondarizou Dora, Papaspirizou et Ioanna Pliaka Kostadina, 3 jurys donc pour l'Université ouverte de Grèce. L'Université nationale et capodistrienne d'Athènes avec Eleni Taciopoulou, l'Université de Thessalie avec Ansoula Rodogiani et Apostolopoulou Katerina, l'Université ionienne de Corfou avec Monsieur Michel Politis, l'Université de Ioannina avec Madame Zoubouli Marie et Flitouris Lambros, et je termine avec l'École française de Thessalonique, notre jeune jury d'élèves, avec la professeure Céline Binot. Pour animer la soirée des Thessaloniques, nous sommes avec Madame Caroline Geoffrey, directrice de l'École française de Thessaloniques, et Fanny Fénérol, qui gérera vos questions sur les réseaux sociaux via Messenger. Caroline, à vous la parole. Merci Caterina. Donc, je rappelle que Caterina est adjointe de l'attaché de coopération universitaire et scientifique à l'Institut français de Grèce à Athènes et que j'ai vraiment un grand plaisir à vous retrouver de Thessalonique, de l'Institut français donc de Thessalonique. Infiniment merci Monsieur Mougassar d'être parmi nous ce soir, de vous être libéré dans vos agendas pour nos étudiants. Donc, c'est toujours très compliqué de démarrer, notamment quand on parle de littérature et quand on en parle, justement. Donc, dans votre livre, un moment, vous écrivez « C'est ça notre vie, essayer de faire de la littérature, oui, mais aussi en parler. Car en parler est aussi la maintenir en vie, et tant qu'elle sera en vie, la nôtre, même inutile, même tragiquement comique et insignifiante, ne sera pas tout à fait perdue. Il faut faire comme si la littérature était la chose la plus importante sur Terre. Il se pourrait rarement, mais tout de même, que ce soit le cas et que certains doivent en attester. Donc ce soir, nous avons la chance, l'honneur de parler de votre livre, La plus secrète mémoire des hommes, qui a remporté le prix Goncourt 2021 et qui a été inscrit sur les listes du Médicis, du Renaudot, du Féminin. Cet ouvrage met en face à face 2 écrivains sénégalais, l'un contemporain, vivant en France, qui est à la recherche de lui-même, et le second, ce mystérieux T.C. Eliman, qui est inspiré d'un auteur malien, si je ne m'abuse, Monsieur Yambo Ouologen, si c'est bien cela, qui a eu son heure de gloire en 1938. Le premier de ces écrivains, Diégane, est bouleversé par l'ouvrage du second, qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain. Ce second, d'ailleurs, écrivain qui a disparu de façon extrêmement mystérieuse après la publication. Donc, ce roman m'a profondément intéressée parce que je pense qu'il parle à chacun d'entre nous et son titre aussi réfère à une autre littérature, qui est la littérature chilienne, puisque vous avez repris vous avez adapté une citation de Roberto Bolaño pour faire de ce livre un hymne total à la littérature. Donc, très dense, c'est 450 pages, hein, c'est de la littérature dont on peut parler. Donc, ce livre se déploie autour d'exercices de style extrêmement variés, le journal, le récit, les notes, dans un voyage géographique de Paris à Amsterdam, de Buenos Aires à Dakar,
et il projette le lecteur dans une quête quasi initiatique. Lorsque vous débutez cet ouvrage, il y a un mot qui est quand même extrêmement présent dans la littérature et dans la mythologie grecque, c'est le labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est la quête. Le labyrinthe, c'est un endroit où on se perd, c'est un endroit dont on sort. Donc, le livre débute ainsi. 27 août 2018, d'un écrivain et de son œuvre, on peut au moins savoir ceci. L'un et l'autre marchent ensemble dans le labyrinthe le plus parfait qu'on puisse imaginer, une longue route circulaire où leur destination se confond avec leur origine, la solitude. Moi, je n'ai aucun doute ce soir que nos jurys vous ont vraiment suivis dans ce labyrinthe. Donc, je leur laisse la parole. Merci à tous. Merci Caroline. Moi, je passe directement la parole à nos jurys. Je crois que ce sont eux les acteurs principaux de cette opération. On le sait bien depuis 3 ans maintenant qu'on a lancé ce choix concours de la Grèce. Et je commence par l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, à Cléoniki Bandi. Cléoniki, à toi la parole avec ta première question, s'il te plaît. Merci. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Mohamed Boubarsar. D'abord, je voudrais vous remercier d'être ici avec nous et de vous féliciter de votre excellent roman. Alors, je passe tout de suite à ma question. À la page 72 de votre livre, votre héros Diego parle à son ami Stan et lui dit je veux simplement écrire un bon livre, un livre qui me dispenserait d'en faire d'autres, qui me libérerait de la littérature, un livre comme le labyrinthe de l'animal. Alors ma question c'est, pouvez-vous nous expliquer pourquoi la littérature peut devenir un esclavage, ou plutôt un fardeau pour un écrivain? Et ensuite, vous aussi, voulez-vous vous libérer de la littérature? Alors, merci beaucoup pour cette question, très, très difficile. Mais en même temps, oui, c'est peut-être tout l'enjeu de ce roman et tout l'enjeu pour moi également. Puisque on pourrait résumer le roman en une question toute simple, finalement. Que signifie écrire? Que signifie tenter de faire de la littérature? Et je pense que lorsqu'on se pose cette question et qu'on pratique, qu'on a la prétention soi-même de pratiquer la littérature, d'en écrire, on se rend tout de suite compte d'une chose, c'est que écrire à un certain degré, c'est toujours se confronter à des insuffisances, à ses propres impuissances, se confronter à des modèles extrêmement prestigieux qui vous soutiennent autant qu'ils vous écrasent. Et c'est aussi se confronter très rapidement, je crois, à une sorte de mélancolie profonde qui vient du fait que l'on cherche quelque chose et que l'on sait en même temps que l'on n'arrivera jamais à toucher cette chose-là du doigt. Et c'est précisément de cette tension-là, de la quête ou de l'intuition qu'il y a quelque chose à trouver et de l'intuition ou de presque la certitude que finalement, on ne pourra jamais toucher du doigt cette chose-là, que naît cette mélancolie. C'est vraiment dans cette tension-là. Et je crois que très vite, on se rend compte que oui, on aimerait en finir avec la littérature, non pas parce que elle est un fardeau, mais parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est souvent pas digne d'elle ou qu'on n'est pas digne de l'idée qu'on se fait d'elle et que la solution la plus sage serait peut-être de rester simplement un lecteur, un pur et simple lecteur. C'est là que je trouve mon plus grand plaisir. Et l'écriture, parce qu'elle vous confronte très souvent à vos modèles, qu'elle vous confronte aussi à vos insuffisances, à votre impuissance, à votre impouvoir à dire ce que vous voulez dire par la littérature, devient extrêmement difficile parfois à vivre. Mais bon, il reste que c'est tout de même ce que j'aime faire également. Donc, oui, je suis dans cette tension-là. Certains jours, je voudrais me libérer de la littérature au sens de l'écriture pour ne rester que dans la lecture. Et d'autres jours, parce que je ne peux faire autrement aussi, il y a une nécessité intérieure, une sorte d'urgence qui veut que
même conscient du fait que je ne trouverai jamais sans doute ce que je cherche par l'écriture, je ne peux pas m'empêcher d'écrire. C'est à la fois la force et la faiblesse, je pense, des écrivains que de vouloir écrire et de ne pas pouvoir trouver ce qu'ils cherchent par l'écriture. C'est comme ça et chaque écrivain doit se débrouiller avec cette question-là. Certains renoncent, hein. Il y a des écrivains qui se taisent. Aussi, ce livre est aussi sur ça, sur la tentation du silence en littérature. Donc, voilà, je n'ai pas de réponse très nette sur la question, mais il reste que, au moins comme tentation, le fait de se taire dans l'écriture pour ne plus s'exprimer que dans la lecture, oui, et là, c'est une tentation qui est présente. Et pour l'heure, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, je n'arrive pas tout à fait à l'accomplir. Merci. Je vous remercie. Merci Cléoniki. On continue avec l'Université de Thessalie. On va à Volos maintenant et je passe la parole à Nicolas Papageorgiou. Bonsoir, Monsieur Bougarsar. Je vous remercie infiniment d'être parmi nous ce soir. Ma question est la suivante. Quel est votre rapport au silence dans l'écriture, mais aussi dans la vie? Vous avez écrit un roman justement autour du silence et du mystère d'un auteur qui a disparu après avoir écrit un seul livre. Et pourtant, le destin de votre roman exige de vous que vous en parliez sans cesse depuis que le prix Goncourt vous a été attribué. Donc, vous sentez-vous piégé? Auriez-vous préféré même pouvoir rester silencieux comme Eliman et que le livre chemin tout seul, de main à main, comme le labyrinthe de l'Iniman? Oui, merci beaucoup pour cette question qui n'est pas sans rapport avec la précédente. Oui, je pense que j'aurais aimé profondément, si je dois être très honnête, c'est-à-dire très égoïste. Oui, j'aurais aimé ne pas avoir à apparaître autant, voire à apparaître tout court. Mais on est dans un monde aujourd'hui, c'est tout à fait, je pense que ça devient de plus en plus difficile, ça devient de plus en plus impossible pour un écrivain de ne compter que sur ce que son livre a à dire et la manière dont il tente de le dire pour porter la parole de l'auteur même. Et même sans aller jusqu'à dire que nous sommes dans une époque un peu voyeuriste qui a toujours besoin que l'auteur l'accompagne. Je crois tout simplement que beaucoup de lecteurs aiment aussi l'idée de rencontrer les personnes qui sont derrière les œuvres, parce que la déliaison totale entre œuvre et auteur est peut-être de plus en plus difficile, et aussi parce que, quoi qu'on dise, la parole d'un auteur peut apporter certains éclaircissements sur l'œuvre qu'on ne relèverait pas si l'auteur avait été absent. Donc oui, je me sens un peu piégé par le livre, par le destin du livre, mais puisque je m'en suis aussi beaucoup servi comme un instrument de moquerie ou de dérision ou d'autodérision, j'estime qu'on reste dans le même esprit et que le livre, à son tour, se joue de moi, comme je m'en suis servi pour me jouer d'autres personnes ou même de me jouer de ma propre image. Donc, le silence reste une postulation, il reste une hypothèse, il reste un désir ou un fantasme. Il peut s'accomplir dans l'écriture même, c'est-à-dire que dans l'écriture, on peut chercher très paradoxalement le silence ou en tout cas à en percer les murailles. Mais comme fait social, parce que l'écrivain est aussi un être social, ça semble de plus en plus difficile. Le livre est sur l'histoire d'un écrivain qui disparaît, en effet, et qui est... c'est que même dans le roman, c'est une disparition ratée, parce qu'évidemment, il arrive à disparaître, Eliman, pendant quelques décennies, mais toute l'histoire du livre est l'histoire d'un jeune écrivain qui se lance à la recherche de cet écrivain-là et qui finit, en un sens, par retrouver une de ses traces parmi 1000 autres. Donc, la disparition totale est toujours impossible
je crois, on peut disparaître à certains moments, on peut exiger de ne pas parler, exiger de soi de ne pas parler, mais une chose demeure, c'est qu'on n'arrivera jamais à réussir, je pense aujourd'hui, en tout cas à notre époque, totalement, après avoir écrit un livre qui a la chance d'être remarqué, la disparition est difficile. Et même disparaître ou faire silence peut être interprété comme une autre façon de parler, comme une autre façon de communiquer, comme une posture, comme une stratégie de communication. Donc, c'est moins le livre que la configuration de notre époque vis-à-vis de la parole et de la parole publique et de la parole publique d'un auteur qui me piège. Mais je m'en amuse. En la matière, je crois qu'il ne faut pas tomber dans une sorte de gravité ou de désespoir. Tant qu'il y a une possibilité de rire et de rire d'abord de soi, tout va bien. Merci beaucoup. Merci. Troisième question, et je m'adresse à l'Université du Pirée. Je cède la parole à Polixeni Passiou. Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Sarr. Nous sommes ravis de pouvoir vous rencontrer ce soir virtuellement. Voici la question maintenant de l'Université du Pirée. Le fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe de l'inhumain est bien la littérature. Oui. Oui, merci beaucoup pour cette question qui me permet de clarifier ou de répondre peut-être à une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui ou se sont posées sur le titre du livre. Évidemment, c'est une référence à Bolaño, c'est clair, c'est écrit en épigraphe, mais beaucoup de gens, après avoir lu, me demandent toujours, mais quel est le rapport entre ce titre et le livre? Ce que ça raconte, on ne comprend pas tout à fait le rapport. C'est quoi cette plus secrète mémoire des hommes? Et je réponds toujours qu'évidemment, cela peut signifier beaucoup de choses, mais dans mon esprit, dans mon intention, il est clair que la plus secrète mémoire des hommes, c'est la littérature, tout simplement. Et que ce qui permet de cheminer dans le labyrinthe, ce qu'on tente de suivre dans le labyrinthe, c'est le sens que la littérature a donné à l'histoire d'un homme, mais plus globalement à une histoire mondiale, puisque le destin d'Eliman n'est qu'une traversée, une sorte de traversée fragmentaire, certes, mais d'une histoire mondiale qui s'articule maintenant autour, oui, d'événements tragiques, dramatiques, historiques, mais qui s'articule surtout autour d'une histoire littéraire, d'un livre, et d'un livre qui a eu l'ambition de dire aussi une bibliothèque mondiale, une bibliothèque humaine. Donc oui, ce qui permet de cheminer, je ne sais pas si on sort du labyrinthe, mais ce qui permet en tout cas de marcher dans le labyrinthe, c'est un livre, c'est le labyrinthe de l'inhumain même, c'est le titre de ce livre, mais plus globalement, le labyrinthe de l'inhumain est la métaphore de la littérature, en tout cas d'une certaine idée de la littérature, et cette idée est celle précisément d'une liberté absolue dans les références, dans les déplacements et d'un refus de la fermeture. Je dis souvent que pour moi, le labyrinthe n'est pas une figure géométrique ou architecturale de la clôture ou de la perte ou de l'égarement, mais plutôt de la liberté et de l'ouverture. Je crois que, et je symbolise tout à fait, j'identifie la littérature à une sorte de labyrinthe, mais à un labyrinthe où on chemine librement en étant tout à fait gai, en étant tout à fait heureux, en étant joyeux. Je crois que c'est l'idée que je me fais de tout livre et plus globalement de la littérature, tout simplement. Et c'est pour cela que c'est la littérature qui est au centre de mon roman, mais c'est une littérature que je veux vivante. Ce n'est pas quelque chose de désincarné, ce n'est pas quelque chose qui ne serait qu'un objet théorique. C'est une chose que je tente de relier à la vie dans son aspect le plus concret et à la passion, c'est-à-dire à ce qui aussi
nous brûle, nous rend vivants, nous rappelle que nous avons non seulement des idées, mais que nous avons un corps et que ces deux-là sont tout à fait liés. Et tout cela, j'essaie de le faire par un livre. Donc oui, le fil d'Ariane, c'est la littérature même. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci à tous. Déjà, les questions soulevées vraiment vont directement au cœur du roman et ouvrent un grand débat sur la littérature, sur les questions soulevées par vous, Monsieur Mohamed Bougarsar. Je passe la parole à l'Université ionienne et Vasiliki Veliani, à vous la parole. Bonsoir. La question que je voudrais vous poser de la part de l'équipe de l'Université ionienne est la suivante. Pensez-vous que votre œuvre est un pont reliant le nord au sud? Votre livre tente-t-il de mettre en valeur l'identité sénégalaise à travers l'adoption et l'adaptation d'archétypes européens tels que le mythe de la quête du Graal? Oui, merci beaucoup pour cette question. En effet, je tente de relier, oui, non seulement le nord et le sud, mais tout l'espace du monde, tous les espaces du monde. Parce que si ce n'était que le nord et le sud, on resterait encore dans l'idée d'un face-à-face ou d'une bipolarité. Or, j'estime que le monde aujourd'hui, en tout cas dans l'idéal que je m'en donne, est toujours multicéphale. Il y a toujours plusieurs têtes, en tout cas plusieurs lieux ou plusieurs cœurs ou plusieurs centres. Donc, c'est l'idée, oui, d'un cercle où il y aurait plusieurs centres qui seraient reliés entre eux dans leurs imaginaires. Et les imaginaires ici sont incarnés par un livre. L'idée de la toile de l'araignée qui revient dans le livre renvoie à cela, renvoie aux multiples points qui sont reliés et où tout le monde est pris et où les dialogues sont possibles et où on a l'impression de façon oui, tout à fait concrète et pas seulement dans une projection de l'esprit, que ce que l'on pense, crée, vit dans un espace du monde ou à un moment donné dans un espace du monde peut avoir des échos tout à fait pertinents, réels dans un autre espace du monde. Et pour le mettre en scène concrètement, il fallait un personnage d'écrivain qui, par la situation coloniale, se retrouve déjà entre plusieurs cultures, donc à sa culture traditionnelle, donc sénégalaise propre, mais reçoit aussi, par un héritage colonial, une langue d'un espace autre, un imaginaire d'un espace autre, une culture d'un espace autre, et chargé de cette culture-là, se déplace dans le monde et va en Amérique du Sud, où il rencontre aussi un autre espace. Et si l'on songe à une histoire de la littérature, une histoire mondiale de la littérature, en faisant simplement une histoire des influences littéraires, on voit que ces types de trajectoires-là sont peut-être rares, mais ont existé. On voit des influences entre Sonny Laboutansi et Gabriel Garcia Marquez, par exemple. Voilà un exemple de ce que j'imagine devoir être une influence et un jeu littéraire. Et un jeu littéraire qui est un jeu de déplacement où l'on peut aller dans toutes les directions, armé de sa culture. On a parlé de Senghor tout à l'heure. Il avait une très belle formule sur l'enracinement et l'ouverture. Cela pourrait être une définition aussi de la littérature. Être enraciné quelque part, mais être enraciné ne signifie pas être lié, ne signifie pas être emprisonné. C'est au contraire avoir un tremplin culturel pour s'élancer dans le monde. Il était important pour moi qu'apparaisse dans la fiction un écrivain africain qui puisse aussi, sans complexe, dialoguer avec les écrivains du monde entier, qu'ils soient européens ou sud-américains. Ils auraient pu être américains, asiatiques, mais l'essentiel, c'est que le geste du déplacement, du mouvement vers
soit incarné par un écrivain africain et que le continent africain ne soit pas simplement un espace que les autres imaginaires viendraient simplement conquérir ou coloniser ou surcharger de leur propre imaginaire, mais qu'il y a aussi un imaginaire africain sénégalais, en l'occurrence, qui est au contact d'autres cultures et qui est à l'initiative de ce contact-là. Et j'estime toujours que la littérature est, oui, l'instrument privilégié pour aller dans une rencontre des imaginaires et faire en sorte que même dans la fiction, qu'un écrivain se sente proche qu'un écrivain sénégalais se sente proche d'un écrivain polonais ou argentin, comme cela arrive dans le livre. Merci. Merci. Et on continue avec l'Université Démocrite de Thrace et je passe la parole à Evridiki Paleologu. Bonsoir, Monsieur Bougarsar. Bonsoir. La question de l'Université démocrate de Thrace est la suivante. Est-ce que les événements historiques parus dans les romans jouent un rôle considérable dans cette quête d'identité de Diagon? Alors, merci beaucoup. Donc, je reprends la question pour être sûr. Est-ce que les événements historiques jouent un rôle dans le roman? C'est bien cela? Oui. Oui, bah, certains d'entre eux, oui. C'est-à-dire que tous les événements ne sont pas, historiquement, sont des événements historiques, donc qui sont tout à fait vérifiables, mais tout en étant interprétés dans la fiction, par une fiction. L'histoire de la colonisation, voilà, on la connaît aujourd'hui, elle est documentée, elle est mise en fiction depuis très longtemps, mais il me semble que, il me semblait en tout cas que on n'avait pas montré très concrètement, c'est-à-dire jusque dans les vies des cellules sociales de base, jusque dans une famille, par exemple, ce que la colonisation a eu comme influence, comme impact, comme conséquence. Donc voilà simplement ce que je voulais faire, mettre en face à face la grande histoire qui est documentée et connue avec les histoires les plus individuelles, les histoires les plus minuscules, si on veut, puisque l'histoire d'Eliman peut être lue comme une tragédie familiale ou comme un drame familial dont le cadre serait la rencontre entre la culture traditionnelle et la culture qui a été portée par la colonisation. De la même manière, l'histoire des Première et Deuxième Guerres mondiales est connue et documentée, mais plutôt que d'en rappeler les grands faits d'armes, les grandes dates, les grands événements, je voulais simplement inscrire une trajectoire individuelle, celle d'un écrivain africain, à travers ces événements-là. Donc, ce n'est pas un roman historique, ce n'est pas un tableau historique, c'est vraiment un roman, oui, existentiel, c'est-à-dire qui suit la trajectoire existentielle d'un écrivain à travers les événements de l'histoire. Donc, l'objet du roman, en tout cas, ce n'est pas l'histoire, ce serait, s'il y a une discipline à laquelle le roman serait adossé, ce ne serait pas tant l'histoire que la philosophie, mais disons que l'histoire sert toujours de cadre. Je ne suis pas du tout un historien, mais j'avais envie tout de même qu'il y ait des événements historiques clairement identifiables, mais que leur expression, que leur incarnation soit pour le coup imaginaire et proprement romanesque. Et c'était tout l'enjeu. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces événements-là qu'on peut reconnaître, hein, la colonisation, la Shoah, les 2 guerres mondiales, les révolutions en Amérique, des dictatures en Amérique du Sud. Tout cela est présent, historiquement vérifiable, vérifié, mais c'est le travail du roman que d'en donner
une mise en scène tout à fait fictive. Mais je suis attentif, oui, à l'histoire, bien évidemment, puisque c'est elle qui sert toujours de cadre au drame existentiel. Et il doit y avoir une résonance, toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci, Evridiki. On continue avec l'Université de Ioannina et je passe la parole à Maria Vondi. Bonsoir, monsieur Bougarsar, et félicitations pour votre roman. Je vais poser maintenant ma question. Alors, les éléments qui mènent à la recherche d'un écrivain mystérieux pourrait-il pas être assimilé à la quête éternelle d'une question la plus intime? Oui, merci beaucoup. Je crois que dans ce roman, la quête de Djegan est bien sûr double. Comme dans toute quête initiatique, c'est une quête double. Il y a toujours un objet ou une personne que l'on cherche, qui est la fin supposée de la quête, mais plus intimement, il y a toujours une chose que l'on cherche en soi. C'est pour ça qu'il y a initiation. C'est qu'on cherche moins quelque chose qu'on ne se cherche soi-même. Et donc, toute enquête est une quête personnelle, est une quête existentielle personnelle. Et c'est ce qui se passe dans le roman. On pourrait considérer que oui, Djegan est à la recherche d'Eliman, mais cherchant Eliman, il se cherche lui-même, il cherche à apporter des réponses à des questions qu'il se pose lui-même. Et tous les grands textes littéraires dont le prétexte ou le point de départ est la quête de quelque chose ou de quelqu'un finissent toujours par devenir des quêtes très personnelles. Tous les récits de voyage ou de déplacement, de l'Odyssée à la Divine Comédie, sont des textes finalement où ce n'est pas tant la terre qu'on veut retrouver dans le cas de Ulysse ou la personne qu'on cherche à retrouver dans le cas de Dante et Béatrice, ça finit toujours par devenir soi, ça finit toujours par devenir oui, notre propre cheminement, notre propre marche en nous-mêmes. Et je crois que c'est toujours dans le parallèle entre ces deux quêtes-là que se niche le travail aussi romanesque. Avoir en vue quelque chose qui sert aussi sur le plan romanesque à garder une intrigue, ou en tout cas un semblant d'intrigue, un objectif, un télos tout simplement, mais qui garde aussi, qu'il y ait aussi quelque chose de très intérieur dans la recherche qu'on tente de mener. Donc oui, c'est toujours... Djegan se demande ce qui est devenu Eliman, mais ce qu'il veut savoir finalement, c'est est-ce qu'il doit écrire ou non. Et ce qu'il veut, c'est qu'Eliman apporte une réponse aux propres questions qu'il se pose lui-même. On pourrait penser qu'au fond, il n'en a rien à faire de ce qui est devenu Eliman. Ce n'est pas ça son problème. Sa véritable question, c'est est-ce que je dois écrire ou non, ou quel sens a la littérature pour moi. Merci. Merci. Je continue et les 3 questions suivantes proviennent de l'Université ouverte de Grèce. La parole est à Eleni Fragouzaki. Bonsoir, Monsieur Bougarsar. Nous sommes toutes très heureuses de vous rencontrer ce soir vraiment. Et après, vous remercier moi personnellement de votre roman vraiment splendide à lire et à voyager, vraiment, personnellement. C'est un voyage mental vraiment fabuleux. Je voudrais vous poser les questions de la part de l'équipe de l'Université ouverte de Grèce. Alors, voilà notre question. Est-ce que vous croyez que votre roman, La plus secrète mémoire des hommes, contribue
à renforcer la place de la littérature africaine au sein de la francophonie. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour vos mots et pour cette question. Oui, évidemment. Mais écoutez, je ne sais pas en réalité. Je ne sais pas si, si le livre va contribuer. On verra dans les prochaines années. De toutes les manières, ce ne serait pas à moi de le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un livre qui pose cette question-là. Quelle est la place de la littérature africaine aujourd'hui dans la littérature, non seulement francophone, mais mondiale? Comment la lire, comment la recevoir selon qu'on est dans tel ou tel lieu du monde? Est-ce qu'on la reçoit d'une façon particulière? Est-ce que cette particularité n'est pas une réduction ou une caricature? Il est certain que le livre pose cette question-là et que c'est l'une des nombreux thèmes qui sont dans son intrigue et dans son développement. Je pense que cela fait plusieurs années maintenant que autant à l'université que dans le milieu éditorial, que dans la pratique artistique même, ces questions-là reviennent de plus en plus. Qu'est-ce qu'un auteur africain? Qu'est-ce que la littérature africaine? Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre, bien sûr, très, très simplement, mais les questions reviennent de plus en plus et je crois que c'est ce qui compte. Donc, oui, je crois que c'est un... J'espère en tout cas que lorsque, dans le futur ou même aujourd'hui, on essaiera de repenser cette question-là, ce livre contribuera à la réflexion à sa manière, d'abord par le moment où il est sorti, dans le contexte où il est sorti, évidemment par l'accueil dont il a bénéficié, par le prix qu'il a reçu, mais aussi par la réflexion que le livre tente de mener sur cette question-là. Peut-être que oui, ça aura au moins sa part dans la réflexion, mais il y a tellement d'aspects, de fils à tenir en même temps au moment de poser cette question-là, que le livre ne pourra en être qu'un fragment, mais j'espère au moins que c'est un fragment qui aura sa part dans la réflexion. Et si vous me permettez... Monsieur, merci, monsieur. Je vous le souhaite bien. Merci. Merci. Eleni et monsieur Mohamed Moubarsa, si vous me permettez, puisque c'est une question qui concerne aussi ma question à moi et qui vraiment rentre dans mes centres de recherche, je voudrais juste compléter qui est vraiment, je crois que vous assistez à ces écrivains africains de langue française qui produisent de la littérature monde. Et comme c'est le cas d'Alain Bankou, de Dany Laferrière que vous venez de citer, et de Samy Tchak et d'autres écrivains qui s'ouvrent à l'autre et que vous produisez avec vraiment un style renouvelé, avec une thématique plurielle qui nous permet d'aller plus loin de l'Afrique. L'Afrique, c'est un autre monde et en tout cas, ça touche à tous. Je crois que c'est ça qu'il faut aussi rappeler au public grec et aux étudiants grecs qui nous suivent pour bien comprendre vraiment votre actualité et votre littérature d'aujourd'hui. Car on assiste à un tournant historique de la littérature africaine de langue française. Ça se fait quelques années maintenant et on voit ça que tous vos textes ruissellent de littérature, mais qui s'adressent à tout le monde. Oui. En tout cas, ce serait l'idéal, véritablement, que la littérature africaine d'expression française puisse être présente partout comme littérature africaine d'expression française, mais que cela puisse parler. Et que dans un futur que j'espère proche, on puisse aussi se référer à ces textes-là, que des jeunesses de Grèce, du Japon ou d'Inde puissent citer des écrivains africains d'expression française, puissent citer des textes en les connaissant, pas simplement parce qu'ils les ont eus en classe, mais parce que ce que ces textes-là racontent, tout en restant profondément africains, ont aussi des échos avec ce qu'ils vivent de partout dans le monde.
C'est que j'ai grandi en lisant beaucoup de littérature du monde entier, de la littérature africaine, mais comme de la littérature européenne, sud-américaine, américaine, asiatique et d'ailleurs. Et je me suis toujours dit que oui, il devrait venir un jour où les écrivains africains ou la littérature africaine seraient aussi dans ce jeu-là pleinement, pas dans une marginalité, et qu'elle aurait en effet à être du monde, à appartenir pleinement au monde et à n'être pas un endroit isolé ou en marge du monde. Oui, ce qu'on appelle la littérature monde, oui, c'est tout à fait cette idée-là que l'Afrique est bien sûr l'Afrique, mais est aussi plus que l'Afrique. Et l'Afrique est dans le monde et le monde est en Afrique. Voilà, voilà. Merci. La deuxième question vient toujours de l'Université ouverte de Grèce. Stéphania Kokosi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la question est la suivante. Vous écrivez, un grand livre ne parle jamais que de rien. Pourriez-vous définir l'expression « un grand livre » ? Merci beaucoup. Oui, ben, écoutez, merci pour la question, mais vous savez évidemment que je ne peux pas je ne peux pas m'aventurer dans une définition de ce qu'est un grand livre, parce que peut-être qu'un grand livre, c'est précisément ce qui se dérobe à toute forme de définition ou de caractérisation, et que cela se lit, mais cela se sent aussi très profondément, et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut réduire en effet à une intrigue ou à un sujet, et on ne peut pas non plus uniquement le réduire à une sorte de jeu de langue ou de virtuosité de langue. C'est un tout, c'est vraiment un tout, et c'est ce qui fait, je pense, les grands livres et les grands textes. Dans le roman, je tente tout de même de donner de façon tout à fait imprudente, mais bon, puisque je n'ai pas pu y échapper, je tente de donner quelques caractéristiques, une caractéristique principale tout de même, mais qui reste assez générale, mais qui me semble aussi très précise lorsqu'on lit, c'est qu'un grand livre est toujours un livre qui nous ramène à un questionnement existentiel, c'est-à-dire profond, qui nous ramène toujours à l'essentiel finalement, qui ôte de nous le superflu, qui taille dans la masse de l'accessoire, de l'anecdotique, de ce qui est vraiment superflu et qui revient à un essentiel. Et ça, je crois que tous les livres ne le font pas, tous les livres ne le peuvent pas. Il y a de très, très bons livres, bien sûr, mais qui ne le font pas non plus. Je crois que c'est pour cela que les grands livres, oui, sont aussi à part. Mais disant cela, je me rends bien vite compte que, oui, ça reste très difficile de le définir objectivement. Évidemment, chacun de nous lit avec son histoire, c'est ce qui le touche, ce qui, pour lui, est l'essentiel, et que cela varie d'un livre à un autre, d'un lecteur à un autre, bien évidemment. Donc, impossible pour moi de le définir objectivement. Mais s'il s'agit de le définir subjectivement, pour moi, c'est cela. C'est d'abord un livre qui, tout le temps, me rappelle ou me ramène aux grandes questions qui configurent la condition humaine, qui ne sont pas si nombreuses que ça, finalement. Il y a, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 grands thèmes, si on veut, qui configurent notre existence toute entière. Mais tous les livres tissent entre ces 5 ou 6 points-là des relations qui sont toujours différentes. Et c'est pour cela que, tout en parlant de la même chose, tous les grands livres depuis l'aube de l'humanité parlent aussi différemment de cette même chose-là. La vie, la mort, l'amour, voilà. Il n'y a pas énormément de grands thèmes, quoi. Ce que j'appelle les grands thèmes ne sont pas si nombreux que cela. Mais ce qui différencie un livre d'un autre, c'est la manière dont il pose cette équation-là.
de la condition humaine, de notre présence au monde. C'est ce qui fait vraiment la différence. Et les grands livres sont ceux qui vous donnent l'impression toujours qu'il y a une question nouvelle qui naît au sein de cette configuration-là et que la question du rapport entre vie et mort ou du rapport entre amour et mort est posée d'une perspective nouvelle. Donc, un grand livre, c'est ce qui vous ramène à l'essentiel et qui vous ramène à l'essentiel par une question nouvelle dans un cadre qui semble très, très vieux, très ancien et qui ne changera jamais, puisque jusqu'à la fin, nous serons tous êtres humains pris dans ces mêmes grandes questions existentielles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il y aura une troisième question de l'Université ouverte de Grèce, mais l'étudiante n'a pas pu se connecter, donc je me charge de lire sa question, qui est la suivante. En écrivant ces livres, vous aspirez peut-être à la sensibilisation du public à la tolérance. Croyez-vous que la littérature peut sensibiliser les gens à la tolérance, au respect de l'autre, de la diversité? Pensez-vous également qu'il faut le faire? C'est-à-dire, il faut toujours rappeler aux gens les droits, les valeurs, les piliers de notre civilisation humaniste et démocratique? Oui, je pense qu'il faut toujours le rappeler. Après, je ne suis pas certain que ce soit à la littérature de toujours le rappeler, ou en tout cas, la littérature ne peut pas le faire toujours de façon si directe. Les ressources dont dispose la littérature, les exigences qui sont aussi celles de la création littéraire, n'admettent pas toujours que la littérature soit si transparente dans sa façon de poser les questions. La transparence peut avoir lieu dans d'autres espaces, mais la littérature est un lieu aussi de lenteur, un lieu d'opacité, un lieu de complexité où les slogans ou les tentatives de convaincre ou la question de la pédagogie ou d'être didactique ne fonctionnent pas toujours, ne sont pas toujours en adéquation. C'est un lieu de travail du langage et ce travail du langage-là est déjà une médiation qui fait que, oui, on ne peut pas tout de suite prendre en charge des questions démocratiques ou sociales, en tout cas pas directement. On peut, c'est pas les fuir, mais on ne peut pas les prendre directement parce qu'il y a toujours des exigences liées à la forme même du travail littéraire. Après, est-ce qu'un livre peut sensibiliser des gens? Oui, je pense que cela arrive, mais cela dépend toujours de la manière dont on lit aussi un livre. On peut sortir d'un livre en étant tout à fait plus sensible à la question de l'écologie ou de la souffrance animale. Cela arrive, mais cela arrive parce que nous sommes nous-mêmes dans un travail d'interprétation qui nous fait dire que ce livre-là m'a sensibilisé sur ça, mais peut-être que ce n'était pas du tout l'intention première de l'auteur. Donc, vous voyez bien que moi, je me méfie toujours d'une littérature qui serait absolument et pleinement consciente de sa mission ou absolument et pleinement consciente de ce qu'elle doit accomplir. Parce que je pense que dans cette configuration-là, ce qu'on rate, c'est précisément le travail de collaboration, c'est précisément le travail des littératures ouvertes. Moi, je suis pour les œuvres ouvertes, c'est-à-dire des œuvres où il finit toujours par surgir quelque chose qui déborde l'intention de l'auteur, qui déborde ce qu'il voulait dire. C'est une théorie bien connue des lecteurs de Umberto Eco, que la question de l'interprétation d'une œuvre est toujours ouverte et que c'est la rencontre entre ce qu'un auteur met ou croit mettre et ce qu'un lecteur lit ou croit lire dans un roman qui fait le sens de ce roman-là. Donc oui, évidemment, je crois qu'un livre, qu'un roman, que la littérature de façon générale doit toujours nous rappeler à notre condition humaine, au fait que nous sommes solidaires dans cette condition-là et que nous devons tous tenter
en un sens, de garder à l'esprit qu'il y a une solidarité indéfectible. Mais dire cela ne veut pas toujours dire qu'un roman est un livre de prêche, qui doit prêcher le bien, qui doit prêcher la... Ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des livres qui doivent passer par le détour de ce qu'il y a de plus sombre, de plus obscur, par la question du mal, de l'horreur, etc. Et qui n'en restent pas moins des livres qui travaillent à rappeler que nous sommes des êtres humains et que comme tels, nous sommes unis dans la même condition. Donc, c'est ça toute la complexité. Voilà, mais je crois que de toutes les manières, oui, un livre, en tout cas la littérature aujourd'hui, et le roman en particulier, doit aussi prendre en charge l'histoire, les aveuglements de l'histoire, les oublis, les grands problèmes sociaux. Ce n'est pas du tout ce que je dis là, je ne veux pas dire que la littérature est tout à fait dégagée ou autonome, mais tout en étant pleinement dans ces questions-là, on doit respecter et comprendre le fait qu'elle le fasse à sa manière particulière, qui est toujours esthétique, quoi qu'on dise, et qui est un travail du langage. Oui, merci. Merci vraiment de toutes vos réponses approfondies, bien explicites. Et la dernière question vient de l'École française de Thessalonique et je passe la parole à Antonis Grekos. Bonsoir, Monsieur Mbougarsar. Bonsoir. Votre livre relate la fascination d'un auteur pour un autre auteur. Le narrateur recherche des traces, des expressions, des signes de ces mystérieux auteurs qui s'appellent T.C. Eliman. Avez-vous vous-même un auteur que vous admirez et vénérez? Un auteur référence qui vous inspire et vous guide dans votre écriture et dans votre vie? Oui, merci beaucoup. Oui, il y en a évidemment beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne me risquerai pas à les citer tous ici. Et chacun d'eux pourrait constituer voilà, être l'objet de toute une discussion. Mais l'auteur qu'on a cité tout à l'heure, qui donne d'ailleurs le titre au roman, Roberto Bolaño, a été un auteur très important pour moi quand je l'ai découvert. Très important d'abord dans ma vie de lecteur parce que la découverte de ses romans, la lecture de ses romans a été un éblouissement comme j'en ai rarement eu, même si c'était très, très étrange. C'est vraiment une expérience de lecture assez incroyable. Mais aussi parce que dans ma vie d'écrivain, il a aussi été important puisqu'il m'a libéré d'un certain nombre de contraintes ou de barrières que je me mettais. Donc, oui, Bolaño a été très important dans ma vie, mais ils sont nombreux à avoir été très importants. La découverte de Milan Kundera a été très importante pour moi. La découverte de Faulkner, de Virginia Woolf, ça a été des découvertes aussi extrêmement importantes, extrêmement fortes pour moi. La lecture des romanciers russes et de Mikhail Bulgakov en particulier a aussi été très, très importante, comme ont été importants des auteurs comme Yambo Ologem, c'est-à-dire c'est quand même la figure qui a inspiré T.C. Eliman. La découverte de Ologem quand j'étais adolescent et la découverte de son histoire quelques années plus tard a été assez folle au point de me donner l'envie d'écrire un roman que je lui dédie et qui est consacré avec une transposition fictionnelle à son destin. Donc cet auteur malien-là a été tout à fait important aussi. Voilà, il y a des auteurs aussi comme ça qui à l'appel comme ça, quelqu'un comme Hermann Broch, qui est un romancier autrichien
contemporain d'un autre grand écrivain qui est Musil. Des auteurs comme Sylvia Plath, voilà, comme en France, Camus, Sartre. Le XXe siècle en France a été extrêmement important dans mes lectures et dans ma culture littéraire. Donc, voilà quelques noms que je lâche comme ça tout à fait au hasard. Mais bon, il pourrait y en avoir plusieurs. Mais je n'ai pas un auteur culte que je vénère absolument. Mais ça transparaît aussi dans le roman, je pense, c'est que je me déplace beaucoup. En Amérique latine, il y en aurait aussi toute une petite armée à citer, mais voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup. Merci. Et malheureusement, le temps passe vite. Je ne sais pas s'il y a des questions du public. Fanny, Caroline, vous en avez quelques-unes? Pas sur le chat. Moi, j'aurais une question s'il n'y a pas d'autres. Mais je respecte le public si jamais il y a une question. Pour l'instant, je ne vois rien arriver. Ah, voilà, il y a une question qui vient de Christos Nikou. Il est un des professeurs qui coach le jury de l'Université du Pirée. Et il y aura une question, finalement, après avoir réussi aussi le concours, vous pensez avoir pu résoudre cette équation? Ah non, c'est une question qui commence un peu plus tôt. Bonsoir, messieurs Sarr. Merci de vouloir accepter d'être des nôtres aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nos étudiants et nous tous. Dans le premier biographème, page 119, vous donnez l'équation de la création, désir d'absolu, certitude du néant. Finalement, après avoir réussi aussi le concours, vous pensez avoir pu résoudre cette équation? Non, bien sûr que non. Merci à mais bien sûr que non, c'est une équation éternelle. Voilà. Ouais. C'est ce que je disais en ouverture. Je pense que la première question était liée à cela. Le fait que en écrivant, on peut avoir un désir d'absolu, mais que ce désir d'absolu tourne vite à la mélancolie devant la certitude qu'il y a un néant qui nous attend. En tout cas, que le désir d'absolu, que l'absolu n'appartient pas aux humains, qu'on peut peut-être s'en approcher, mais non, on ne l'a pas. Et ce n'est pas parce évidemment, la question des prix littéraires ne change rien à la question. On peut tout à fait avoir un prix le plus important qui soit. La conscience qu'on est tout à fait loin de notre absolu demeure. Ça me semble clair. Mais c'est aussi parce que l'équation ne peut pas être résolue que les œuvres continuent à exister. Je crois que si on arrivait à la résoudre, cela voudrait dire que ce serait fini et qu'il n'y aurait plus rien à écrire. Il faut que l'équation demeure irrésolue pour que le travail de littérature tente de continuer. Ouais. Merci. Merci, je crois, de la part de Christos Nikou. Moi, j'aurais une question, plutôt pas une question. J'ai trouvé dans votre roman vraiment tous ces auteurs que vous venez d'évoquer, de Kundera, Faulkner, Sartre, Kamiduka, Kant, Senghor, Césaire. Et même, j'ai ressenti qu'il y a vraiment une comparaison de parcours de Diegan avec Diallo. J'ai senti vraiment cette quête identitaire et cette vraiment désorientation de l'Occident. J'ai ressenti vraiment une métamorphose aussi identitaire et toute cette quête identitaire double qui s'est fait et qui s'est liée vraiment à plusieurs niveaux. Merci vraiment de c'est tragique et de cette vie que vous présentez. Et ce qui m'a aussi impressionné, c'est que vous parlez de la littérature vraiment sans jamais la présenter, c'est parler de la vie, mais à l'intérieur de la vie, ce qui est extraordinaire pour une œuvre littéraire et qui les rend aussi majeures grâce à cette façon de faire de la littérature. Donc, je vous remercie vivement en tant qu'électrice cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je crois que, bon, de toutes les manières, il faut, je pense que c'est le défi pour nous tous qui aimons la littérature, c'est aussi d'en parler comme une chose qui n'est pas séparée.
de la vie. Oui. Peut-être que c'est une activité qui demande qu'on se mette à l'écart, qu'on s'isole, qu'il y ait du silence, etc. Mais ce n'est pas pour cela que c'est une pratique qui est séparée de la vie, parce qu'elle part de la vie, elle est à l'intérieur même de la vie, elle nous permet de mieux la comprendre. Et c'est, je crois, ce qu'il faut toujours tenter de défendre, et que l'amour, la passion de la littérature ne soit pas une bizarrerie ou une étrangeté ou une incongruité, mais que ce soit au contraire une manière de se raccrocher solidement à ce qu'on appelle la vie, puisque la littérature ne peut pas partir d'autre part. Elle ne peut pas partir d'un autre lieu que de la vie, et elle ne peut pas parler d'autre chose que de la vie. Et en commençant à écrire, je m'étais dit qu'il fallait à tout prix éviter cette sorte d'écueil qui aurait consisté à en parler de façon purement théorique, purement référentielle, et qu'au contraire, il fallait montrer des vies d'écrivains ou de lecteurs, de personnes simplement qui sont aux prises avec la littérature et avec la vie, et au même endroit et au même moment. C'était vraiment ce que j'avais tenté de faire, et je pense que c'est ce que tout un chacun qui se balade avec un livre ou qui tente d'écrire doit tenter de dire. Refuser qu'un autre de l'extérieur vous dise vous êtes hors de la vie, parce que ce n'est pas du tout le cas. Oui, merci. Merci. Caroline, je vous laisse les mots de la fin. Le mot de la fin, c'est toujours un des plus compliqués. Merci infiniment pour Merci infiniment pour cet échange. Alors donc, nous avons parcouru ensemble ce labyrinthe. Nous sommes-nous libérés? Qu'allons-nous faire chacun de notre histoire face à la grande histoire et dans la littérature? Donc, nous avons parlé de fascination, de francophonie, d'Afrique, de quête éternelle, de silence, de vie, de littérature monde. Donc, moi, je vais vous faire une petite confidence. Il y a un passage qui m'a profondément touchée. C'est le moment où le narrateur rencontre l'ouvrage de son auteur. Donc, il dit « Comment nous étions-nous rencontrés, ce livre et moi ?» Par hasard, comme tout le monde. Mais je n'oublie pas ce que l'araignée mère m'a dit. Un hasard n'est jamais qu'un destin qu'on ignore. Je trouve que la formule est magique, elle est instantanée lorsqu'on commence à le lire, et elle explique cette intimité, cette histoire commune entre le livre et le narrateur et le lecteur. Donc, tout est dit, ou finalement, plutôt, ici, tout est écrit. Donc, la plus secrète mémoire des hommes nous parle de nous parle de littérature, nous parle de l'histoire, des histoires, de la vie, mais je ne peux pas dire, finalement, c'est un livre sur, avec un complément derrière, parce que vous écrivez quelque chose d'également extrêmement juste, et on l'a déjà évoqué, un grand livre ne parle jamais que de rien, et pourtant tout y est. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose aussi est déjà tout. Donc, je ne suis pas convaincue que nous ayons tout dit. Mais effectivement, il y a toujours une mémoire pour tous les hommes, évidemment, et en tout cas, toujours une pérennité pour la littérature. Et infiniment merci de nous avoir fait partager ces histoires dans ce beau roman dont je pense que nous nous souviendrons toutes les fois que nous parlerons de labyrinthe. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, pour cette très belle conclusion déjà, et merci pour la discussion. C'était un plaisir, les questions étaient de très grande qualité, donc bravo et félicitations à tous les étudiants, toutes les étudiantes, à leurs professeurs et à toutes les personnes, l'Institut français et toutes les structures qui ont permis la tenue de cette rencontre et qui organisent donc ce choix Goncourt de la Grèce. Vraiment, merci beaucoup. C'était un grand plaisir, et je vous dis à bientôt, peut-être au moment où le livre sera publié en grec. On l'attend en grec et on vous attend aussi en Grèce. Donc, oui, je crois qu'on vous verra très bientôt chez nous. Oui, c'est un grand plaisir de vous voir dès qu'il sera publié, je pense que voilà, oui. C'est l'un des pays que j'aimerais
dans lesquels j'aimerais me rendre pour la traduction. Donc, je vous dis à bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. En continuation à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.